Excuse-moi, Ouais. est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur Campus FM et vous écoutez enfin peut-être l'émission du Rasoir Doc, association de promotion de l'esprit critique sur Toulouse. Aujourd'hui, on vous amène aux rencontres de l'esprit critique, les REC pour les intimes. Telle Martine Abat, avec beaucoup moins de maîtrise, nous avons tenté de faire parler des gens à notre micro. Mais vu que votre serviteuse n'est pas des plus douées, la qualité du son n'est pas au rendez-vous. Nonobstant, nous allons tenter de vous faire partager, bon an, mal an, notre expérience des REC. Je suis toujours avec mes fidèles acolytes. Donc, j'ai Nico à côté de moi. Bonjour. Salut. Alors, je suis revenu parce que la dernière fois, j'étais pas là. Et tu avais dit dans l'émission que j'étais parti essayer de démontrer si 1 plus 1 pouvait être égal à 11. Et en effet, mathématiquement, on peut s'arranger en redéfinissant le 1, le plus ou le égal, à faire que 1 plus 1 égale 11. Voilà, tout est possible. Alors, je pense que c'est pour de vrai. Et que du coup, tu vas nous raconter ça après, hors antenne, c'est intéressant. Si vous voulez. Ok, et j'ai aussi Pascal, pourfendeur de cathare toujours et encore, mais surtout aujourd'hui, buveur de thé invétéré. Ouais, c'est vrai, on n'avait plus trop de blagues à faire, alors on a juste dit un truc vrai. Ça reviendra. Alors, justement, Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer aux gens qui nous écoutent ce que sont les REC ? Alors, les rencontres de l'esprit critique, on va dire que c'est un festival qui rassemble les personnes intéressées par la zététique, le scepticisme scientifique et l'esprit critique au sens plus large. Donc, ça se passe à l'espace Diagora à la Beige. Ça se présente souvent sous la forme de conférences qu'on peut écouter et sur lesquelles on peut réagir après. Il y a aussi pas mal de stands et, comme le nom l'indique, ça permet de faire des rencontres. Oui, tout à fait. Donc c'était bien la 5e édition. Et oui, je crois que ça n'a pas été dit, mais c'était du coup là à Toulouse il y a 2 semaines à peu près, c'est ça ? Oui, c'était 12 et 13 ce week-end, voilà, le 12 et 13 avril, en sachant que cette année, ça a été un peu délocalisé et étendu dans le temps. Oui. C'est-à-dire qu'à l'espace Diagora, c'était bien le 12 et 13 avril, mais après, il y a eu divers événements tout au long de la semaine qui précédaient dans divers lieux toulousains. Où nous n'avons pas été pour le coup, donc nous, ce sera plutôt un retour sur le week-end des REC, quoi. Exactement. Je rajouterais aussi qu'il y a des vulgarisatrices aussi au REC et pas que des esprits criticiens. Ouais, c'est l'esprit critique au sens large, c'est-à-dire en incluant la vulgarisation, en faisant parfois des incartades hors de la zététique ou la spécificité scientifique au sens strict. On voulait revenir sur les polémiques, puisque les REC, c'est aussi un événement qui fait régulièrement des polémiques. Au début que ça existait, moi je pensais qu'on entendrait plus des polémiques au niveau des personnes qui pourraient se sentir visées, au niveau du New Age, des partisans et partisanes de théories pseudo-scientifiques et tout. C'est peut-être le cas, mais c'est pas trop ce qu'on entend nous, en tant que membres du Rasoir Doc. Nous, on a plus vu des choses qui venaient en interne, c'est-à-dire du camp de l'esprit critique au sens large, et aussi des choses qui venaient de la gauche. En particulier, on peut parler d'un article de Yata, une revue en ligne toulousaine d'actualité de gauche, qui appelait carrément à bloquer les REC cette année. On les a lus, ces articles, c'est des critiques qu'on entend régulièrement. Nous, en tant que Rasoir Doc, on a quand même souhaité être présents encore cette année au REC. Donc l'article de Yata, on ne dit pas que tout est faux dedans, il y a des choses qui sont vraies dans cet article, mais pour autant, je pense qu'ils ont une vision un petit peu pas complète de l'événement, qui est, à notre sens, loin d'être un événement rassemblant des gens d'extrême droite, quoi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, quand même. Voilà, on va pas dire qu'il n'y en a jamais eu. Mais par contre, c'est pas la tonalité majoritaire de l'événement à notre sens. Voilà, moi c'est ça la première chose que je voulais dire, quoi. Ouais, après, si j'ai bien compris, ça revient sur pas mal de polémiques qui ont eu lieu, notamment sur les premières éditions des REC, où il y a eu des événements, où il y a eu des passages, des interventions qui posaient des problèmes, on va dire, d'inclusivité ou des questions, des questionnements politiques qui, moi, me dérangeaient et nous dérangeaient, je pense, un peu globalement. En particulier le spectacle de fin de soirée de l'édition 2022. Beaucoup de gens reviennent dessus régulièrement. Ouais,
ça. J'avoue, Ouais, oui, ça, c'était pas j'y des suis trucs pas allé, qui mais ça avait étaient l'air clairement pas top, clairement en effet, moisis. Mais en effet, je pense pas que ce soit pertinent de faire comme tu dis, une globalité de ça. Je pense que depuis, il y a eu des efforts qui ont été faits. Il y a certaines personnes qu'on ne voit plus, et je pense que c'est pas plus mal. Et en fait, moi, en y réfléchissant un petit peu à ces questions-là, la chose que je me suis dit, c'est qu'en fait, les rencontres de l'esprit critique, c'est un peu un reflet de ce que c'est l'esprit critique aujourd'hui en France. Et en fait, une manière de voir les choses, c'est de dire que ce mouvement-là, il est un peu divisé entre deux approches, deux courants, deux postures. Alors, si jamais ça vous intéresse, il y a une vidéo, une conférence qui montre ça assez bien, qui s'appelle « Les deux familles du scepticisme » de Tranxène, l'Observatoire zététique à Grenoble, et une autre de Charlotte Barbier, j'ai oublié le nom, mais c'était au comité parent, on mettra les liens de toute façon en commentaire, qui explique en fait qu'il y a un peu deux manières de faire l'esprit critique. La première, qu'on peut appeler rationaliste, c'est-à-dire qu'il va se concentrer sur la véracité des informations, la validité des raisonnements, etc., etc. Savoir, en gros, on pourrait dire que leur vision de la chose, c'est de dire les gens pensent mal et du coup il faut que les gens pensent mieux. Et puis il y a une autre approche qu'on peut appeler matérialiste qui va dire qu'il y a des raisons, en fait, des conditions matérielles qui font que les gens vont être amenés à plus ou moins se tourner vers certaines pratiques, vers certaines croyances, et il faut le prendre en compte dans notre réflexion. Et aussi se demander à quoi ça sert de faire l'esprit critique. C'est pas, est-ce qu'on se bat juste pour la vérité, pour faire triompher la vérité, ou est-ce qu'en fait, derrière, il y a peut-être des objectifs politiques, sociaux, etc., qui sont plus intéressants. Alors je pense que, moi, à titre personnel, je m'identifie beaucoup plus à cette deuxième famille. Je pense qu'au titre du Rasoir Doc, c'est plutôt le cas aussi. Et en fait, je pense que le REC est un peu le reflet de ça. Et en fait, du coup, il y a certaines personnes qui viennent et qui ont cette première approche qui se dit apolitique, etc. Et qui, en fait, peut poser des soucis. Et en fait, je pense que le REC essaie un petit peu de gommer les problèmes de ça et fait des efforts pour éviter les soucis que ça peut poser. Mais n'empêche que ça reste. Et je pense que c'est un peu ça qui lui est reproché des fois. Voilà, c'était un peu mon analyse. Voilà, c'était notre petit double édito à Nico et à moi sur les polémiques autour des REC. On peut préciser que ça engage pas forcément toute l'asso, ouais. Quoi. C'est un peu notre avis perso à nous, non ? Oui, c'est ça. Voilà. Puis c'est un peu une analyse que je me suis fait. On en a un peu discuté en interne. On en a un peu discuté en interne dans l'asso, mais on a quand même jugé pertinent d'aller au REC cette année. Pour l'instant. Voilà. Non. Ok. Voilà, on peut peut-être enchaîner sur le premier reportage du coup. Oui, alors en fait le premier reportage où on vous emmène avec nous au REC, c'est qu'en fait nous en tant qu'association Rasoir Doc, nous avons tenu un stand où il y avait des rasoirs philosophiques, épistémiques, on a fait des trucs assez rigolos. Ouais. Il fallait venir. Et du coup, on a interviewé aussi les membres de nos assos, parce que oui, c'est clairement de l'autopromo, mais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et aussi pour faire entendre d'autres voix, en fait, que les nôtres, et aussi d'autres définitions de l'esprit critique. Donc là, nous allons écouter Morgane puis Arnaud, qui ont des rôles assez importants dans l'association. J'avais interviewé d'autres gens de l'association, mais comme je vous l'ai dit en début d'édito, je suis une beaucoup moins bonne Martine Abat que Martine Abat. Est-ce qu'on peut avoir la ref ? Parce que je suis pas sûr que tout le monde capte ce que tu veux dire par là. Mais tout le monde connaît Martine Abat. Moi, je ne comprends pas. Tu me l'as expliqué, j'ai déjà oublié. C'est une reportereuse de radio qui officie avec Philippe Collin sur France Inter. Philippe Collin, il fait des émissions historiques, donc il fait des portraits assez longs. À chaque fois, c'est des émissions mis bout à bout qui font 8-9 heures, des épisodes d'1 heure. Et donc, il a fait Léon Blum, Le Pen, Pétain. Et on a donc Martine Abat qui, à chaque fois, part en reportage chez les fachos. Donc, à un moment donné, sur Pétain, elle a dû aller sur la tombe de Pétain, rencontrer des gens qui rendaient hommage à la tombe de Pétain et les interviewer. Pareil pour Léon Blum, elle s'est retrouvée aussi à aller interviewer des antisémites et des raclures de bidet. Pour le dire gentiment. Et oui, et après. Donc tu t'identifies à Martine Abat. Parce qu'à chaque fois, elle se retrouve dans des situations complètement pas possibles. Enfin, avec Philippe Collin, je pense qu'elle a une assez longue carrière derrière elle. Mais voilà, et du coup, ça me fait beaucoup rire.
d'être la Martina Batte du pauvre. Très bien. Martina Batte. Ok, bah du coup, on écoute ça. La Martina Bux. Salut Morgane. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au rasoir? Oula. Globalement, ce que je fais le plus, c'est engueuler les autres membres, je pense. Surtout Nicolas Martin, pour leur dire qu'ils font pas ce qu'il faut au moment où il faut. Sinon, je suis un peu le secrétaire général, en fait. D'accord. Au niveau du bureau, c'est moi qui mets en place les réunions, les comptes rendus, qui vérifie que ça fonctionne bien, enfin tout ce genre de petits détails logistiques. Après, je m'occupe de la communication interne avec Nicolas Martin, c'est-à-dire que je récupère les différentes infos qui concernent l'association et je récupère des différents pôles, je fais tout converger, je synthétise et je le rediffuse sur le Discord de l'association pour que tout le monde soit au courant. Globalement, je fais ça. C'est déjà énorme. Et comment t'en es venu en fait à adhérer à une asso qui fait la promotion de l'esprit critique? Alors franchement, c'est parce que Nicolas Martin m'a fait de beaux sourires. Parce que j'avais une vague idée de ce que c'était que l'esprit critique quand même. Mais moi, la zététique, tout ça, je m'en foutais un peu. Maintenant, je pense que je me sentais concernée parce que j'étais professeure. Et que je vois passer de plus en plus d'informations dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc., qui m'effraient, en fait. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous donner une définition de l'esprit critique? En vrai, c'est hyper difficile. Je sais que je l'avais demandé à Nicolas, qui m'en avait donné une, que j'ai pas du tout retenue. Pour moi, c'est deux choses. C'est un peu un premier mouvement de pensée, moi, que je dirais issu de la philosophie des Lumières, qui est d'utiliser la raison, les arguments rationnels, etc., pour créer une réflexion qui est argumentée et qui permet de pas effectivement échafauder des réflexions qui partent dans tous les sens et qui vont in fine être complètement farfelues. Il y a de ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et là je pense que je rajouterais des connaissances, enfin, des notions qui sont plus contemporaines et qui se rapportent à tout ce qui est aujourd'hui plutôt d'ordre neuropsychologique. C'est savoir que on a des biais, les connaître, et qui font que même si on utilise notre raison, même si on essaie d'argumenter de manière très constructive, etc., à partir d'informations qui nous paraissent plausibles et qui ont été vérifiées par la science, malgré ce, on a des biais qui font que tout ça peut ne pas fonctionner. Donc c'est aussi avoir conscience de ces biais-là. Est-ce que tu peux me dire ton rôle dans le Rasoir Dog, dans l'association, s'il te plaît? Bonjour, moi du coup je suis un peu un électron libre du coup de la sauce. Ce que j'aime bien faire, c'est un petit peu le rôle de chasseur de tête, de trouver qui a un profil et des choses pertinentes à dire pour relier des différents sujets et thématiques avec l'esprit critique. Et vu que la désinformation se loge un peu partout, en histoire, en santé, climat, médecine ou autre, il y a toujours un petit quelque chose à en dire. Et voilà, je trouve que les gens n'ont pas forcément l'impression d'avoir des choses pertinentes à dire là-dessus. Et moi, j'essaie d'aller les trouver et des fois de les motiver à venir. Et j'aime bien ce rôle. Voilà, il y a des périodes où je suis un peu plus actif que d'autres. Et c'est toujours sympa d'aller chercher les petites pépites.
Merci. Comment t'en es venu à connaître le rasoir? Je sais même plus comment je suis tombé sur la première du Rasoir Doc, parce que j'ai fait la toute première à l'époque où c'était encore qu'un vieux collectif pirate dans à la cave à rock exactement. Et j'ai eu un contact un peu avant, j'imagine, avec Nicolas ou autre, et c'est là que je me suis dit mais ouais, il y a des trucs chouettes qui se font, qui font totalement écho à tout ce que j'écoute déjà sur internet, et du coup c'est parti, j'y vais et je vais un peu ma personne pour l'association. Très bien. Et est-ce que tu peux me dire aussi comment t'en es venu à t'intéresser à l'esprit critique? Et parce que j'étais de l'autre côté du spectre jadis. Je suis tombé dans les cailloux magiques, dans les thèmes astro, dans les thèmes de tarologie. Je suis tombé dans les quelques vieilles arcanes du développement personnel, à la Lise Bourbeau. Voilà, tout ce qui était un peu mystico-magique m'intéressait énormément. J'ai passé beaucoup trop de temps, je veux dire, à apprendre les propriétés de chaque truc. Enfin, propriétés, il y a des guillemets invisibles qu'on ne voit pas à l'audio, mais qui sont là. Et avec toujours une petite lancarne de doute avant d'aller plus loin quand même. Est-ce que j'ai un peu une preuve d'un petit quelque chose. Avant de s'entraîner pendant 20 000 heures à la télépathie, est-ce que je peux voir des gens qui en feraient vraiment, je veux dire, devant moi pour me donner un peu la motivation de passer toutes les heures qu'on est censé y être pour être expert et avoir une aptitude. Ce que je n'ai jamais trop trouvé, mais qui était ma graine d'esprit critique de jadis et qui s'est transformée avec les différents contenus au gré des méta de choc, des Thomas Durand, de la Tronchambier, des hygiènes mentales, des cours de Richard Monvoisin et autres pour le meilleur et certainement pas pour le pire. Et une dernière question, après je te laisse tranquille. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition de l'esprit critique, sachant qu'il n'y a pas de bonne? Oui. Non, pour moi, c'est d'avoir une boussole aiguisée qui nous permette de prendre des décisions, d'essayer de voir un peu plus clair. On a du côté New Age, on va avoir une grosse promotion de l'intuition. Et je trouve que c'est ce qui va exactement à l'inverse, en fait, c'est le contre-intuitif, ça me plaît, mais pourquoi ça me plaît? Enfin, voilà, ce discours me tient à cœur, je le comprends totalement, est-ce que je le comprends tant que ça? Pourquoi ça me gêne quand les autres disent l'inverse? Et voilà, je trouve que c'est l'inverse de l'intuition et d'aiguiller un peu sa boussole pour y voir un peu plus clair dans tout le foisonnement d'informations qu'on peut avoir aujourd'hui sous la main, sous le clic de l'écran du téléphone. D'accord, et du coup ça se réfère beaucoup en fait au questionnement de soi. Pas que, non, il y a telle crise, j'ai l'impression que c'est telle partie qui a raison, ou tel discours qui me plaît le plus, mais pourquoi ce discours-là me plaît? Qu'est-ce que disent les autres? Est-ce que j'ai vraiment analysé un peu les arguments? Est-ce que je suis compétent pour qui c'est qui fait un peu domaine d'expertise dedans? Est-ce que les autres sont d'accord pour dire que c'est un expert aussi, ou il n'y a que moi et mon entre-soi qui pense que c'est un expert? Voilà, c'est l'aiguisage de cette boussole qui se dégrossit rapidement et qui se peaufine toute la vie. Ok, merci beaucoup Arnaud. Avec plaisir, ciao. Nous avons donc écouté Morgane et Arnaud, membres du Rasoir Doc, sur le stand que nous tenions donc à Diagora, et c'était samedi. Ensuite, on avait fait quelques micro-trottoirs où j'avais interviewé plein de gens que je rencontrais un peu au pif et de façon très naïve sur pourquoi ils étaient au REC. Pourquoi ils étaient venus, ce qu'ils comptaient y trouver, ce qu'ils y avaient trouvé ou non, et leur définition de l'esprit critique. Alors, on a pu sauver quelques bandes du désastre. Je vous rappelle, Martina Bux. Et du coup, mais la définition qui revenait le plus souvent, c'était, ça relevait un peu de la boîte à outils de la deuxième émission que nous avions fait avec Kevin de Chéchy. Première émission, pardon, que nous avions fait avec Kevin de en vrai, première diffusée, mais deuxième enregistrée. Bref, l'émission que nous avons faite avec Kevin de Chéchy. Écoutez-la. Qui avait dit en fait que pour lui, l'esprit critique, c'était une boîte à outils pour essayer de s'en sortir et d'essayer de discerner le vrai du faux. Salut. Pourquoi tu es venu au REC aujourd'hui? Alors moi c'est la troisième fois que je viens au REC, j'étais déjà venu l'année dernière et l'année encore avant. Depuis très longtemps, je suis dans le milieu de la zététique, surtout plus que du scepticisme ou de l'esprit critique, mais la zététique en particulier. Je fais partie de l'Observatoire zététique à Grenoble. Et donc le REC c'est un peu l'occasion de rencontrer tous les acteurs du milieu qui viennent d'autres régions.
parce que nous, on est une association implantée localement, donc ça nous permet de rencontrer des gens qui sont dans d'autres régions et qui font un peu des choses éventuellement équivalentes à la nôtre. Donc je viens plus pour rencontrer les gens et discuter avec les gens que pour forcément participer aux conférences et aux tableaux ronds. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est exactement la zététique par rapport, par exemple, à la vulgarisation ou à l'esprit critique, en quoi ça diffère? Alors la zététique, c'est beaucoup plus axé sur un sujet précis qui est le paranormal. On va se servir du paranormal, non pas comme sujet en soi, mais comme exemple pour présenter les outils de l'esprit critique. Et donc on va parler de sujets comme les ovnis, comme les fantômes, pour montrer aux gens comment réfléchir à tout un tas d'autres sujets, mais ça permet d'avoir des exemples un peu concrets auxquels les gens croient parfois, qui sont un peu des superstitions, mais qui nous servent après plus largement pour présenter les outils de la réflexion qu'on veut essayer de propager. Et du coup, est-ce que tu pourrais me donner une définition de l'esprit critique, en sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise? J'en ai récolté plein et c'est chouette. Bon alors, peut-être pour donner ma définition plutôt qu'une définition universitaire, parce que c'est vrai qu'il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Moi, c'est peut-être pas forcément ça qui est intéressant de sortir. Je dirais que l'esprit critique, c'est avant tout un ensemble d'outils et de méthodes pour réfléchir. Alors, peut-être pas réfléchir sur ce que disent les autres, mais aussi sur ce qu'on pense soi-même. Et donc ça va être vraiment d'avoir une réflexion sur nos croyances et nos valeurs pour essayer de nous améliorer nous-mêmes et de prendre des meilleures décisions dans la vie sur tout un tas de sujets. Donc ce sera un peu le truc d'Elisabeth Fetty, pourquoi on pense ce que l'on pense? Oui, il y a un peu de ça. Alors elle parle de métacognition, oui, c'est ça, je trouve, chercher le mot, de métacognition. Mais je pense qu'il y a un peu de ça parce qu'on parle souvent de l'esprit critique pour essayer d'analyser le discours des autres. Mais je pense que le plus important, c'est avant tout d'analyser ses propres croyances, ses propres valeurs et de se mettre en question soi-même pour s'améliorer. Merci beaucoup. Bon rec. Merci. Pourquoi tu es venu au REC cette année? Alors moi c'est la deuxième fois que je viens parce que j'accompagne le monsieur qui est à côté. À la base je ne suis pas du tout dans le milieu. J'ai découvert ça un peu du coup avec mon compagnon sur certains sujets, on va dire que j'avais l'esprit critique de base du fait de l'éducation qu'on peut recevoir à l'école et tout ça et tout ce qu'on peut apprendre. Mais il y avait aussi beaucoup de choses qui n'étaient pas expliquées et du coup j'avais peut-être des idées qui étaient préconçues, fausses et du coup ça m'a permis de venir au REC et puis assister à des conférences, ça m'a permis de remettre beaucoup de choses en question au fur et à mesure du temps. Maintenant je pense que je suis un peu préoccupé sur certains sujets même si je suis encore beaucoup novice sur d'autres, mais voilà, c'est le principe du REC, c'est aussi découvrir d'autres sujets, des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, différentes opinions, donc voilà. Est-ce que tu pourrais nous faire part, si c'est possible, d'une découverte ou d'un truc que tu as appris sur cette édition de cette année? Moi, c'est pas vraiment une découverte que j'ai fait au REC, mais c'était dans des conversations, en fait, c'est que par exemple, sur tout ce qui concerne l'ostéopathie, moi j'ai toujours un entourage qui, voilà, il y avait des séances, ils allaient à des séances d'ostéopathie, comme ils allaient chez le kiné, du coup, en fait, c'était une discipline que moi, vu les échos que j'en avais, que j'assimilais un peu comme une branche médicale, alors, parce que voilà, ça parle des os, de la manipulation des os, je me suis dit, tiens, ça a l'air complémentaire avec la kiné, alors que pas du tout. Je me souviens même avoir testé une séance d'ostéopathie et je me suis retrouvée avec quelqu'un qui, j'avais l'impression qu'il faisait une prière au-dessus de mon crâne et qui me disait qu'il manipulait les os de mon crâne. Je suis sortie de là en disant il ne s'est rien passé, j'ai perdu 80 balles. Mais voilà, c'est par exemple une discipline
dans lequel on n'est pas sensibilisé. Et donc on se fie un peu à notre entourage, les gens qui pratiquent, qui disent « moi ça m'a fait du bien, machin ». Donc voilà, c'est un sujet du coup, que j'ai découvert un peu avec l'esprit critique. En me disant, ah oui, c'est pas du tout... pourtant, c'est pas présenté comme ça dans la société au quotidien. Donc ça a été entre guillemets ma découverte de l'esprit critique, on va dire la plus marquante depuis que je m'intéresse un peu au sujet, quoi. Trop bien. Est-ce que tu pourrais me dire ta définition de l'esprit critique, s'il te plaît? Du coup, c'est l'art de remettre en question les choses, ce qu'on sait, ce qu'on entend, et de chercher en fait ce qui va faire que telle ou telle méthode marche, ou tel truc est vrai, ou à moitié vrai ou pas. Et de forger une opinion sur des valeurs qui sont concrètes, enfin des faits qui sont concrets et des faits qui sont vérifiables. D'accord. Et est-ce que tu as un outil un peu préféré ou une démarche un peu préférée que tu appliques plus ou moins au quotidien pour exercer l'esprit critique, ou est-ce que tu le fais sans vraiment en avoir conscience? Moi je vis avec un puits de science. Donc souvent la méthode la plus rapide c'est tiens j'ai vu ça, t'en penses quoi? Et puis il va me dire 2-3 trucs et puis après peut-être je vais retrouver quelques vidéos de vulgarisation qui vont m'expliquer, mais disons que la première idée je vais la prendre chez des gens qui sont on va dire plus instruits que moi dans l'esprit critique et dans les sujets en question. Et après tu multiplies les sources pour être sûr que tout va bien, Madame la Marquise. Voilà, super. c'est ça. Merci beaucoup. Du coup, nous allons écouter une chanson qui est tout à fait en rapport avec les REC. Tout à fait. C'est Walk Like an Egyptian des Bangles.
C'est quoi le rapport? Et pas au REC, les gens Oui, je me marchaient. le demande fort. Et les gens marchaient aussi. Alors, pas comme des Égyptiens, mais ils marchaient. Je suis sûre qu'il y en a qui marchaient comme des Égyptiens. Ça, c'est fou quand même. Voilà. Et une coïncidence là, vraiment bien décidé comme morceau. C'est ça. Donc nous venons d'écouter les Bengals avec Walk Like an Egyptian, et c'est pas parce que on n'a pas vu de gens marcher comme des Égyptiens au REC que ça n'a pas existé, car l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Oui, comment il s'appelle ce principe d'ailleurs? Ah bah je sais plus, j'ai oublié. Et je vais pas trop malin parce que je l'ai plus non plus. Ok. Sur quoi on enchaîne, s'il te plaît, Les Natacha? interviews. D'accord. Donc les interviews, parce que figurez-vous qu'on a interviewé des gens, alors c'est plutôt Pascal qui a fait ça, et monsieur du coup en plus est un peu humiliant parce que lui a eu un meilleur son que moi, alors que voilà. Légèrement, franchement, tu vas voir, c'est pas foufou non plus. C'est dégueulasse. Et Pascal, je vais te laisser présenter la première interview. Alors c'est Simone Rich de Infosect Midi-Pyrénées. Oui, Bonjour Simone Rich de Infosect Midi-Pyrénées. Bonjour Razwar Doc. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton association? C'est bien une association? Alors nous sommes effectivement une association qui existons maintenant depuis 1900, pour certains qui participent depuis 1993, et puis on avait changé de nom à un moment donné. Et donc, officiellement, Infosect Midi-Pyrénées, Centre contre les manipulations mentales, le CCMM, l'Association nationale, nous existons donc depuis 1999, officiellement. Ok. Et concrètement, vous faites quoi du coup depuis 1999? Vous accueillez des victimes de sectes, vous les conseillez? C'est des choses comme ça? Ou de l'information plus? Ou un peu des deux? Un peu de tout, effectivement. Nous avons plusieurs objectifs. La priorité au départ, c'était effectivement aide et accompagnement des victimes de dérives sectaires. Donc des victimes directes, des personnes par exemple qui ont quitté un groupe, ou des victimes collatérales comme les proches ou des collègues de travail, voilà. Et donc on assure un accompagnement. Et suite à cela, nous avons compris qu'il fallait aussi s'impliquer un peu dans la prévention. Donc c'est essentiel, c'est pas simplement parler sur les dérives sectaires, c'est aussi faire de la prévention pour les citoyens qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas ce qu'est un mouvement sectaire. Voilà. D'accord, donc j'imagine que l'idée c'est plus on en sait sur ces réalités-là, mieux on est apte à s'en défendre, c'est ça? Tu vas un peu vite là, mais bon. Donc dans le cadre de nos actions de prévention et d'information, nous apprenons, entre guillemets, tous les personnes sont majeures, largement, mais bon, on apprend dans le cadre des formations aux personnes à décrypter une association, parce qu'en général les mouvements sectaires sont quand même des associations, à décrypter l'association en question en termes de fonctionnement, en termes de pratique et non pas en termes de croyance. Ça, c'est essentiel. Ok. Voilà. Ok. Alors, si j'ai bien compris la vulgarisation sur le sujet, il y a plein de profils types de victimes d'emprise sectaire, pardon. On peut tous et toutes être concernés à un moment de notre vie par ça. Et selon toi, quels sont les signes qui devraient nous mettre en alerte, nous interroger quand on les voit? Il y a plusieurs critères. J'ai envie de dire, on travaille sur plusieurs critères. Et effectivement, alors il faut se retirer de l'esprit en se focalisant sur un mouvement sectaire, c'est bizarre, c'est étrange. Pour nous, ça ne veut rien dire. Voilà, donc on travaille sur des critères bien établis pour que les citoyens puissent s'interroger. Là où j'ai mis les pieds, est-ce que déjà ça me correspond? Et ensuite, pour voir si il pourrait y avoir progressivement une emprise. Donc il faut attirer les personnes. Comment ça fonctionne? Attirer et séduire les personnes pour qu'elles restent, voire qu'elles deviennent eux-mêmes dirigeants. Ou, voilà. Donc ça, ce sont des critères, mais ça se fait, ça se travaille au jour le jour, en fonction des comportements des personnes. Comment ça fonctionne dans l'association.
Ouais. Donc on aide à la personne à ce qu'elle décrypte ce qui se passe dans la structure. Ouais, d'accord. Aussi bien au niveau de la société, des valeurs démocratiques, voilà. Qu'est-ce qui peut la choquer? Ok. C'est essentiellement quand une personne est impliquée dans une structure sectaire, c'est qu'elle n'a plus le temps de faire autre chose. Il y a une implication permanente, voilà. On appelle ça une soumission irréfléchie aussi. La personne ne pense plus qu'à travers le groupe. D'accord. Et il n'y a que les membres extérieurs qui peuvent s'en apercevoir. Ok. Eh bien, merci pour tout ça. Vous avez amené un joli stand là. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on y trouve? Parce que du coup, nous on fait de la radio donc les gens ne voient rien. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on trouve sur votre stand? Alors, le stand d'Infosect Midi-Pyrénées est un stand informatif. Voilà. On présente les risques des mouvements sectaires pour que les citoyens de ce week-end, essayent de comprendre comment ça peut fonctionner, comment peut fonctionner un groupe. Donc par exemple sur les risques, la rencontre, ce qui attire au départ, les pièges des mouvements sectaires, ce qui attire et qui est dissimulé. Donc il y a plusieurs thèmes là. Voilà. Ça c'est un stand et ensuite un autre stand un peu plus détaillé sur les étapes de suggestion, voilà, par phase. Oui, il y a carrément la mort de l'esprit critique à un moment. Voilà. Il y a d'abord la séduction. Il faut attirer, séduire et motiver. Et ce qui nous interpelle toujours quand nous échangeons avec les citoyens qui passent sur le stand, c'est toujours ce fonctionnement groupal partout, dans tous les mouvements sectaires quand on nous en parle, ce fonctionnement groupal où la personne ne voit plus rien d'autre que le fonctionnement du groupe, où l'extérieur est diabolisé. D'accord. Voilà. Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené personnellement à t'intéresser à l'esprit critique? Ah, c'est personnel. Ouais, enfin, non, plus ou moins personnellement, hein, t'es pas obligé de rentrer dans l'intime si tu veux pas. Non, je répondrai. Mais j'ai toujours été dans, comment dire, pas dans la militance, parce que j'aime pas trop. Si on milite trop, on en fait trop, ça fait pas avancer le chemin de vie quand même. Quoi. Voilà. Donc dans les droits de l'homme et les droits de l'enfant. Les droits de l'homme et les droits de l'enfant? Les droits de l'homme et les droits de l'enfant. Ah d'accord, c'est de là que tu viens et c'est de là que tu es passé après à la lutte contre les dérives sectaires. Voilà. Okay. Ok, et donc c'est important pour vous en tant qu'Infosect Midi-Pyrénées d'être présent au REC chaque année? C'est très important dans la mesure où des personnes peuvent venir témoigner et on peut garder des contacts. Voilà, on a des découvertes aussi malheureusement quelquefois, mais c'est très important par rapport à l'esprit critique, à la réflexion, à l'analyse, voilà. Donc c'est pour ça, c'est très important que nous pouvons être présents au REC. Eh bien, merci beaucoup Simone Rich de Infosect Midi-Pyrénées. On peut vous retrouver sur internet si on a besoin ou si on veut s'informer. Il y a un site internet. Alors, il est en cours de réactualisation. Ouais. Voilà, donc, mais si je vous le donne, ce n'est plus du tout d'actualité. Si je te donne la référence, infosectmidipyrénées.org, mais... Ouais. Oui, je te parle d'internet et je vois que vous avez aussi un numéro de téléphone. Je dis ça pour que les gens puissent retrouver aussi, vous retrouver sur internet. Tu veux donner directement le numéro de téléphone? Voilà, donc on a un fixe, mais on a aussi un téléphone portable, de préférence à l'heure actuelle, 06 51 57 28 66. Et merci beaucoup. Merci à toi. Oui, alors on vient d'écouter l'interview de Simone Rich, qu'on connaît bien au Rasoir Dog, puisqu'on l'avait déjà invitée et qu'on la voit aussi souvent dans nos événements. Ouais. Et du coup, on enchaîne avec une deuxième interview? Oui, avec Camille Biodynamite. Donc Pascal va nous expliquer, parce que c'est lui qui a fait,
Alors, Camille Biodynamite a fait partie du collectif Pensée Magique, qui édite aussi la revue Pensée Magique, et c'est elle-même qui va tout de suite nous expliquer ce que c'est. Alors, c'est pas une association, c'est un collectif. On appelle cette affiliation. Et oui, je fais partie de Pensée Magique, qui est un magazine sur la pensée critique et à but de prévention contre les dérives sectaires, dérives thérapeutiques, etc. D'accord. Ce que m'a expliqué un peu ton collègue en off, c'est que vous êtes pas mal un groupement de personnes anciennes adeptes, c'est ça? Parmi nous, il y a plusieurs anciennes victimes, effectivement, de divers dérives sectaires, témoins de Jéhovah, néo-chamanisme, anthroposophie, il y a la biodynamie, complotisme, ce genre de choses. D'accord. Et comment, si c'est pas indiscret bien sûr, si ça va pas trop dans l'intime, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que vous avez constitué ce collectif? À la base, on était tous dans une association de défense des victimes des dérives sectaires. Et on a quitté cette association-là et on a formé ce petit groupe tous ensemble. On est tous répartis aux 4 coins de la France. D'accord, et donc les REC, c'est pour vous, c'est l'occasion de vous retrouver, c'est ça? Ouais, on est très contents là, on est tous ensemble, c'est chouette. Super, c'est la première fois que vous participez? Vous avez déjà participé à d'autres moments? On était là l'année dernière. D'accord. On était là l'année dernière. Alors après, du coup, tu veux peut-être nous en dire un peu plus sur le magazine, sur ce que vous faites au niveau public? Alors le magazine, en fait, c'est un contenu qui est gratuit sur Internet, avec la lecture des magazines. C'est des webzines, en fait. Et du coup, l'accès est gratuit, c'est de la prévention premier niveau, c'est-à-dire qu'on essaie de vulgariser au maximum pour qu'un maximum de gens comprennent ce qu'on raconte. Et c'est un petit peu pour faire un contre-pied à tout le bullshit qui circule sur les réseaux, sur Internet, etc. Ok, donc tout ce qui est pseudo-sciences, dérives sectaires. Tu interviens aussi ce soir pour parler d'un sujet en particulier, c'est ça? Oui, je fais une conférence sur la biodynamie, parce que moi-même, j'ai passé 10 ans en biodynamie. Pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas la biodynamie, tu veux bien nous présenter en quelques minutes et nous présenter en quoi? Moi je sais déjà, j'ai lu Cosmo Bacchus et tout, j'ai écouté Grégoire Perra, donc je sais en quoi ça peut être nuisible. Mais est-ce que toi tu peux nous le résumer pour nos auditeurs et auditrices? Alors la biodynamie, c'est une branche d'un gros mouvement des sectaires qui a autant de saisine à la mi-lutte que la scientologie quasiment. Et c'est la branche agricole de cette dérive. C'est des vins souvent, c'est toute l'agriculture en fait qui va être labellisée Déméter ou Biodivin. En fait, ça appartient donc à ce mouvement à dérive sectaire. Elle se dit plus bio que bio, mais en fait c'est juste du bio avec des pratiques magico-religieuses dedans. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour aider le collectif? On peut faire comment? Il y a une cagnotte sur l'une, la cagnotte de Pensée Magique. Parce que nous, on est bénévoles, on n'a aucun moyen, on fait tout avec nos propres moyens. Et du coup, un peu d'aide est toujours bienvenue. Ok. Et vous avez besoin de sous pour faire quoi, du coup? Pour acheter du matériel d'enregistrement, par exemple, pour l'hébergement du site aussi, qu'on paye de nous-mêmes, pour pouvoir imprimer de temps en temps quelques magazines, pour pouvoir faire les déplacements. Là, le REC, on vient tous à nos frais, à nos propres frais. Donc voilà, pas mal de choses comme ça. Ok, Camille Biodynamite du collectif Pensée Magique, merci beaucoup. Merci à toi. Ça, c'était Camille Biodynamite. Et enfin, la dernière interview de FASD Z66. Donc on est avec Stéphane et Cyril donc, de l'association FASD 66. FASD Z66 ? C'est très dur à dire. Ah, d'accord. Et donc, la particularité de votre asso, c'est que vous avez commencé dans la self-défense dite classique avant de vous orienter vers l'autodéfense intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est faite cette transition ? Oui, alors nous faisons de la self-défense depuis 2014 et lorsqu'est arrivée la pandémie, avec son lot d'informations peu fiables, on va le dire comme ça, on s'est retrouvé confronté, notamment par mon métier, puisque je suis formateur en PSE, à des gens qui me parlaient de vaccination dans mes cours, en disant il y a des puces 5G dans les vaccins, etc. Bon bref, tout ce qui était désinformation. Et j'ai notamment mon frère qui est tombé dans les filets de la désinformation. Je l'ai vu virer complotiste. Ouais. Et comme ça faisait au moins une vingtaine d'années que je baignais dans la zététique purement amateur, je me
me suis dit, bon, puisqu'on fait de l'autodéfense, on va mettre une branche autodéfense intellectuelle à l'assaut. Bon, super. On voit déjà qu'il y a un côté perso, que tu n'es pas devenu militant juste comme ça par hasard. Et tu peux préciser PSE pour tout le monde, c'est quoi s'il te plaît? Oui, c'est des cours prévention, santé, environnement. D'accord. Dans des CAP, c'est obligatoire. Ok, très bien. Donc à la base, tu es enseignant. Je suis formateur. Formateur, d'accord, pardon. Ok. Concrètement, elle s'est faite comment cette transition? Donc c'est quoi les activités que vous faites aujourd'hui? Il y a toujours les cours de self-défense, plus d'autres, plus une chaîne YouTube, je sais. Oui, donc nous on privilégie le terrain, donc on fait très peu de contenu sur les réseaux sociaux en général. On a une chaîne YouTube qui s'appelle Débat Instant Réflexion et Cyril qui est à côté de moi qui va parler aussi. Lui met ses vidéos sur l'ami Skeptib in the Pub. The Pub Valley. Et on s'est rencontrés en fait en 2020 ou 2021 en fait pendant la pandémie. Moi j'en avais marre de voir du bullshit sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc je suis tombé sur sa page Facebook. Il était pas loin de chez moi et on s'est rencontrés et voilà, ça a été l'amour fou dès le premier instant quoi. Ok. Premier regard. Mais il y a des rencontres IRL du coup aussi autour de l'autodéfense intellectuelle, de l'esprit critique et tout, ou c'est tout sur réseaux sociaux, vidéos et tout? Non, on fait beaucoup d'interventions sur le terrain, parce qu'on privilégie même d'ailleurs les interventions sur le terrain, même si Cyril fait beaucoup de communication lui sur les réseaux sociaux pour sa spécialité, la biodynamie notamment, mais on fait beaucoup d'interventions, on travaille notamment avec le BIGE au 66, donc le bureau info jaune, on a fait pas mal d'ateliers dans des écoles aussi, on travaille avec la DAZEN 66, enfin on privilégie quand même le terrain. On travaille avec les cadets de la défense notamment, à Perpignan aussi, qui nous fait intervenir. Et on travaille sur un gros projet actuellement, les gens dans notre milieu le savent pas mal, sur un projet de salon bien-être qui sera le plus possible purgé de son côté ésotérique. Oh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Allez, un peu à Cyril, vas-y, raconte-nous comment c'est arrivé cette histoire de projet de salon du bien-être sans ésotérisme. En fait, l'idée de ce salon, c'est de proposer une alternative au salon ésotérique, occultiste, magique, avec tout son lot de croyances qui peuvent être délétères, notamment dans les domaines de la santé ou de l'éducation. Et nous, ce qu'on voulait, c'est de remettre du bien-être là où il n'y avait plus que de la magie. Et donc, on est en train d'aider les organisatrices, parce que c'est pas nous qui organisons ça, c'est les organisatrices qui tiennent l'association Anima Fitou. Et ce salon 100% sans ésotérisme, il va avoir lieu là, en début juin. Et le plus possible, il sera du coup purgé de croyances avec des artisans, des professionnels du bien-être, etc. Donc ça va être... Ok, bah oui, donc il y aura bien des professionnels du bien-être, parce que j'allais te dire, un salon du bien-être sans ésotérisme, est-ce que c'est pas un peu comme un festival de métal sans distorsion? et toi, tu dis qu'il y aura quand même du monde. Ouais. Tu peux me dire, tu as une idée de qui va y avoir comme intervenante et intervenant peut-être déjà? Alors on va garder le secret jusqu'au bout, mais on a des exposants qui sont intéressés pour venir et il y aura bien du monde à ce salon et ça va être cool, donc venez quoi. Ah bah super, et ça sera quand? De mémoire 14 et 15 juin à Fitou dans l'Aude. Et si vous voulez être exposant dans ce projet innovant et une des premières en France, n'hésitez pas à contacter Anima Fitou, ils ont un site internet. Allez, Anima Fitou, donc vous tapez ça dans les moteurs de recherche et vous trouvez. Alors, j'imagine qu'avec votre passif, vous devez être calé en bullshido, n'est-ce pas? Et est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs et auditrices ce qu'est le bullshido? C'est Cyril et ceinture noire de bullshido. Ceinture noire, allez, vas-y, quelle donne? Alors, le bullshido, ça va être... En fait, j'en sais rien ce que c'est le bullshido. Un art martial de merde sûrement. Non, en vrai, t'es familier avec le concept, non Stéphane, ou pas du tout? Le Bullshido, moi j'en ai déjà entendu parler bien sûr dans le milieu, qui regroupe tous les sports d'arts martiaux qui sont basés sur du vent. Je ne peux pas dire autrement, c'est la définition la plus simple.
Ouais, d'accord. Et je donne pas de nom de technique, hein, de discipline. Oui, mais enfin, voilà, on a des... Bon, moi, j'en ai déjà un peu parlé dans l'émission, donc je renvoie les gens à l'émission qu'on a fait. Je crois que c'était la première où je parlais de Shu Xiaodong et des maîtres de Kung Fu qui font des projections de chi pour faire tomber les gens. Bon, voilà, je renvoie les gens à ça, et du coup, j'imagine que vous avez une vigilance sur, justement, quand vous faites aussi de la self-défense classique, physique, sur quelles techniques vous employez, comment on sait quelles techniques vont être efficaces ou pas, quoi. Alors, pas tout à fait. Je vais mettre une nuance, puisque moi, j'y tiens. Ouais. Il faut distinguer la self-défense. Alors, je donne mon avis, hein. Voilà, opinion alerte. Hein. Avis, ouais. Voilà. Pour moi, il faut distinguer la self-défense du dojo, voilà, qui est une initiation à des techniques, à des principes, etc., qui sont définis avec des passages de ceinture, avec un programme défini, etc., et l'utilisation dans la rue. Parce que bien sûr, 90% de ce qu'on fait sur le dojo ne sera pas efficace dans la rue. L'important, c'est le dire à ses élèves. C'est dire à ses élèves, non mais fais pas ça dans la rue. T'es con ou quoi? Alors, c'est simple. Oui. Il suffit de ne pas vendre de rêve. Nous, on ne travaille pas sur les armes, par exemple, sauf le couteau, parce que c'est l'arme la plus répandue aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a à peu près plus de 120 agressions au couteau chaque jour en France. On travaille dessus. En disant bien, attention, les chances de s'en sortir sont minimes. Il faut essayer d'être très pragmatique là-dessus, à mon sens. Donc moi, j'essaie de ne pas vendre de rêve à mes élèves, j'essaie de leur dire bien la réalité du terrain. J'ai la chance d'avoir fait 20 ans de sécurité et de former des agents de sécurité, donc je connais bien la violence. Il y a des choses qui sont applicables. Il faut savoir quand est-ce qu'elles sont applicables. Demander à un policier, par exemple, si on peut faire des clés facilement à quelqu'un debout, il va rigoler à mon avis. Voilà. Pourtant, on les apprend. C'est pas le problème. Mais il ne faut pas mélanger la rue et il ne faut pas mélanger le dojo. C'est deux choses pour moi complètement différentes. Il faut vraiment penser à bien insister là-dessus. J'imagine que tu mets l'accent du coup sur toutes les étapes avant, comment ne pas se retrouver dans une situation de violence, ce genre de choses. Dans leur passage, donc chez nous en tout cas, dans leur passage de grade, hein, on dirait dans d'autres sports, les premières choses, c'est justement les définitions. C'est déjà apprendre à s'enfuir. On commence par cette idée-là. Voilà. D'ailleurs, la première question à la première ceinture, c'est quelle est la devise du club, et c'est fuyez toujours si vous le pouvez, sinon défendez-vous. Donc oui, on travaille en amont sur les attitudes, sur ce que c'est que la violence, etc. Oui, c'est la partie théorique est importante si on veut parler de cette défense. Toujours à mon sens. Ok. Bon, peut-être un dernier mot, Cyril ou Stéphane. Donc je rappelle... Ouais, vas-y. Moi, si j'ai le choix, je fuis. Donc bon ben voilà, ils sont partis très loin. C'était Cyril et Stéphane de FASDZ 66. Donc merci. Cyril Gambari et Stéphane. Merci à toi, Stéphane Cornille. Merci, bonne journée. Donc c'était notre interview de FASDZ 66, donc Cyril et Stéphane. Et pour finir, ou presque, une musique que Nicolas va nous présenter tout de suite. Oui, alors on en avait parlé dans l'épisode Chanter où on avait parlé de pas mal de musique et de rapport entre la musique et l'esprit critique, et j'avais passé un petit extrait de celle-là. C'est une musique de Medine qui s'appelle Storyteller, et je me souviens que j'avais dit que c'était intéressant d'un point de vue de l'esprit critique, et en la réécoutant récemment je me suis dit vraiment il faudrait qu'on la mette, donc je vous la mets en entier. Le meilleur moyen de changer le cours de l'histoire, c'est d'en raconter. Mais les plumes de mon style ne troublent les cauchemars d'aucun banquier. Quand j'ai demandé des sources, on m'a dit c'est l'homme qui a vu l'ours, qu'Adam et Ève étaient le couple Underwood, que la vérité n'est qu'une ruse de Sioux. L'histoire est racontée par une bande de mythos qui vendrait du Théo à la Vénus de Milo, qui ne vise que les zones de plaisir de nos cerveaux. Finalement c'est peut-être les épines qui ont des roses, ou bien les monstres cachés sous les lits, qui ont peut-être peur des gosses de quartier. C'est dans les maisons closes qu'il y a les filles les plus ouvertes de l'humanité. Sur la map monde, plus forte est l'Afrique. Quand tu la regardes sur carte inversée, sais-tu que Jésus, dans aucune église de toute sa vie, ne mettra les pieds. Un conteur c'est celui qui raconte ou qui comptabilise. L'histoire c'est un peu comme une foi qui exige un rib. L'histoire est racontée par une bande de mythos qui vendrait du Théo à la Vénus de Milo, qui ne vise que les zones de plaisir de nos cerveaux.
Finalement c'est peut-être les épines qui ont des roses. Adam a inventé le péché, mais c'est son fils qui l'a breveté. Il se taille des steaks de burger dans les côtes d'une vache sacrée. Se fait des rajots à ses coiffures avec des cheveux d'indienne qu'il a scalpé. S'il donne de l'amour à son bétail, c'est pour s'assurer d'une viande maturée. Nos mémoires sont des bureaux d'études, faits d'informations et de quelques nuls. On ne déjoue pas le cryptage de l'histoire avec une passoire comme devant Canal+. Tout ce qui est cohérent n'est pas forcément vrai. On voit pas vraiment le monde au casque VR. On est des aveugles avec les yeux bandés. Quand on marchera sur Mars, ce sera sur fond vert. Si aujourd'hui les hommes préhistoriques revenaient, on ne les laisserait même pas rentrer à Lascaux. Paraît que les Égyptiens sont des extraterrestres, ou peut-être que Dieu nous a privés de leur méthode. Les kénétitisés, faut pas se laisser abattre. Une devise qui n'a jamais rien empêché. Les frontières sont-elles tracées par des soldats, ou en vérité tracées par des banquiers? Pareil que Michel-Ange dessinait que les contours, qu'il avait des remplisseurs pour finir l'œuvre. Peut-être que Dieu n'a créé que ce qui nous entoure uniquement pour qu'on colorie le destin de l'homme. L'histoire est racontée par une bande de mythos qui vendrait du théo à la Vénus de Milo, qui ne vise que les ondes de plaisir de nos cerveaux. Finalement c'est peut-être les épines qui ont des roses. J'avance tout droit à reculons dans la frise chronologique. Je réponds aux questions par des questions quand je joue au Trivial Poursuite. Je crois que l'histoire me trompe comme la longueur du mot abréviation. Alors je veux plus savoir, je veux me protéger de mes propres démons. On a vécu par procuration les complexes de nos ancêtres. Je veux que mes gosses aient une vraie jeunesse. Je me méfie de ce qu'on leur enseigne. Je me méfie des dates, des noms, des il était une fois, des un tel a dit. Je leur ai donné des prénoms historiques pour que leurs homonymes aient les oreilles qui sifflent. Vous cherchez une morale à l'histoire, cherchez l'histoire de la morale. Si on n'a qu'une langue et deux oreilles, c'est pour qu'on écoute deux fois plus qu'on parle. Storyteller, un peu poète, un peu historien. Retenez que dans la magie tout est faux sauf le magicien. Et quand la légende devient réelle, ne retenez que la légende. Dans l'Odyssée depuis, préférez la version sans les gens. On n'est jamais si petit qu'en étant auprès d'écran. J'ai l'intention de l'écrire, l'histoire nous sera indulgente. Écoutez, enfin peut-être sur Campus FM, on vient d'écouter Storyteller de Medine, voilà, qui est un son qui parle de un peu comment les histoires se construisent, comment les récits dominants existent. Et on trouvait ça intéressant d'un point de vue de l'esprit critique. Il est temps de terminer cette émission. Ouais, alors on arrive à la fin et je voulais dire un petit mot parce que s'il y a des gens qui veulent rejoindre un petit peu le Rasoir Doc, donc comme on l'a dit, hein, l'asso toulousaine de promotion de l'esprit critique, hein, donc c'est un peu comme les rencontres de l'esprit critique mais toute l'année. On fait un événement le 16 mai, donc je sais pas quel jour c'est, un vendredi je crois, 19h30 à Le Ré Café. Voilà, 5 impasse de la Colombette. 5 impasse de la Colombette, ce sera une soirée un petit peu conviviale, je crois qu'on appelait ça apéro d'accueil pour rencontrer les nouvelles et nouveaux qui veulent venir faire des choses avec nous, quelles qu'elles soient, ou juste qui sont curieux de savoir ce qu'on fait. Donc voilà, si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir le 16 mai, 19h30, à Le Ré Café. Du coup, je pense que ça fait 1 heure de très très bien remplie. Oui, nous avons tenté donc de faire du reportage radio. Et en fait, le saviez-vous, c'est un métier. Ouais, c'est dur. Merci pour votre écoute et votre indulgence. Et du coup, j'espère que le son ne vous a pas trop fatigué. J'espère que nos déblatérations vous ont intéressé. Et je pense que là, il est vraiment l'heure de terminer. Donc voici 1 heure de bien remplie. Vous avez bien écouté Enfin peut-être sur Campus FM. Bisous. Merci à Thomas et à François à la réalisation. Punaise. Et bon courage à Pascal pour le montage. Des bisous, enfin Bisous. peut-être. Enfin peut-être.
Excuse-moi. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Vous venez d'écouter Enfin peut-être l'émission, le rendez-vous mensuel de la pensée critique, une émission proposée par le Rasoir Doc avec le soutien considérable de Campus FM. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes et les autres formats du podcast Enfin peut-être sur toutes les plateformes d'écoute et sur nos réseaux sociaux. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous faire vos retours, satisfaits ou critiques bien sûr, et on se retrouve bientôt pour de prochaines réjouissances. Enfin peut-être.